précédent m'a permis d'arriver. Merci Tanément, créateur et consommateur de contenu. Transporté sur les hauteurs, on est mieux que nous-mêmes, on devient un élément de ce chef-d'œuvre nous-mêmes. Colette, 646 romans, vous me conseillez quoi? Alors sûrement pas les 646, d'abord je ne les ai pas tous lus, mais il y en a beaucoup à conseiller quand même. C'est une très belle année rentrée, mais bon l'année dernière aussi c'est une belle rentrée. Chaque année il y a quand même au moins une quarantaine de pépites. Une quarantaine? Ah oui quand même 50 disons. Bon alors pour moi les deux plus forts, ça je ne cache pas, c'est Mathieu Riboulet et les œuvres de Miséricorde chez les éditions Verdier. C'est un passage sur la guerre de 14 très littéraire et d'une très grande beauté. Mais il y a aussi d'autres passages où justement il va se confronter au corps des Allemands et de voir que dans ce corps à corps, disons, les gestes qui tuent sont proches des gestes qui font l'amour. De s'approcher au plus près de la façon dont la violence de la guerre ou la violence sociale, la violence historique ou la violence amoureuse s'incarne dans les individus, dans leur corps et dans l'affrontement éventuel de leur corps. Et à quel moment est-ce que le fait de porter la main sur quelqu'un, d'un geste d'empathie peut devenir un geste d'agressivité? Pour moi, il s'agissait vraiment de sortir la guerre de l'abstraction historique au fond. Et Christine Angot, une semaine de vacances chez Flammarion. Chez Christine, c'est pas d'érotisme, c'est pas possible, mais c'est cru et il y a des passages aussi très crus, mais plus dans l'érotisme chez Mathieu Riboulet, mais confronté à la mort. Bon, alors autrement, dans les très bons livres, il y a Réanimation, il y a La Réparation, il y a Lindallé, qui est un très... Même de fond? Oui, c'est une très grande auteure, très très grande auteure, et dans celui-là, Les Moins Noirs. Dans la sélection du Goncourt, c'est lequel que vous verriez Ah ben je vais voir, mais je pense qu'il y aura, ça sera entre Patrick Deville, qui a un très beau roman d'aventure, qui est vraiment super, et ça sera entre lui, ça j'en suis sûre, et Jérôme Ferrari, mais qui est aussi un très bon écrivain. Je pense que cette année, de toute façon, ça sera un très bon écrivain qui va l'avoir. Ouais. Olivier Adam, vous avez lu? Oui, mais j'aime pas du tout. On peut le laisser. J'aime pas du tout. Il y a le livre de Marie-Hélène Lafont, qui est aussi une très grande écrivain. À quoi vous voyez un bon livre finalement, dans votre sélection de livres? À quoi je vois un bon livre? D'abord, déjà, l'écriture, la façon dont ça me prend, ça me va. Je pense que les gens se reconnaissent dans des écrivains par écho d'idées et de pensées, mais aussi de sensibilité. Donc c'est pour ça que l'universalité ne peut pas exister, parce qu'il y a trop de différentes sensibilités à travers le monde. Et chaque écrivain parle à une sensibilité. C'est pour ça que cette idée d'universalité me paraît un peu hasardeuse et fausse, parce que la littérature est une chose très singulière qui n'est pas qu'une chose de pensée et d'idées, mais c'est ce mélange de pensée, d'idées et de sensibilité qui fait sa singularité. C'est pas comme la philosophie ou la politique, où on peut effectivement atteindre des choses très générales parce qu'on ne parle que d'idées pures. Là, ici, mélange cette chose très bizarre qu'est la sensibilité et l'émotion. Et ce livre est encore plus fort que les autres, alors je sais pas jusqu'où il fallait. Mais le mieux, c'est qu'il vous lise des extraits. Il y en eut un par an. Et pour chacun, le son d'une cloche fêlée s'est perdu dans le soir, dans le grand vide des prés et le trop-plein des bois, dans les âmes épuisées par la veille et l'espoir. Un par an, avec une régularité métronomique, un soin maniaque, une attention détachée, glaciale. La patrie, comme on disait encore, avait prélevé ce que d'évidence elle considérait comme un dû, plus exigeante encore que la faucheuse, toujours à pinailler sur l'âge, la vitalité, le courage et la force, quand l'autre prenait ce qui venait, comme ça venait, sans distinction de rang, de fortune, ni de sexe. Ces hommes-là, qui sont d'ici, même s'ils n'ont pas fini dans le lit des femmes d'ici, comme Henriette s'était promis que ferait Louis, ces hommes-là ne sont pas morts, ils ont été tués, ce n'est pas la même chose. On va servir à boire. Oui, ça faudra bien. Oui, je crois, oui. Tu es venu à nous avec L'Amant des morts, donc c'était le premier chez nous. Ben voilà, on lit, on téléphone et on dit, oui. On publie. Détaché du groupe de ses camarades qui s'empressaient autour de soi, Neil comprend-on que c'est de l'amour que de pareils passages, chefs-d'œuvre à l'intérieur des chefs-d'œuvre, les rendant encore plus chefs-d'œuvre, nous font éprouver pour leurs auteurs? Comprend-on que quand je dis que j'aime un auteur, c'est de l'amour exact, de l'amour d'amoureux? Je suis amoureux de Proust, je suis
amoureux d'Ovide, je suis amoureux de Shakespeare. Personne n'invente jamais des histoires. Ce qu'on invente, c'est des façons de raconter des histoires et ce sont des formes. Eh bien, si les chefs-d'œuvre sont des chefs-d'œuvre, c'est parce qu'ils sont une recherche de forme, ils sont des objets formels et qu'ils nous aident aussi dans ce sens où qu'ils s'opposent à l'informe que veut le pouvoir. Et puis bon, je pense que je vois aussi si le livre est fabriqué ou non. Ça, c'est quelque chose que je sens très vite. Et on voit ça, tout ce dont je vous ai parlé, c'est auteurs dans la sincérité. Même si, par exemple, certains sont moins littéraires que d'autres, mais ils sont dans la sincérité. On parle beaucoup aussi du buzz ou non buzz de Aurélien Bélanger par rapport à la théorie de l'information. Oui, alors ça, c'est un très très beau livre, très ludique. Mais c'est un livre de garçon. Non, mais c'est vrai. J'ai vu d'abord qu'il s'amuse, qu'il a une très belle écriture. Donc j'ai vu que c'était déjà pas un livre fabriqué. Il apparut cependant assez vite que ces entités existaient bien. Si elles n'étaient pas encore absolument indépendantes, elles tentaient de s'accrocher, comme des plantes parasites, aux mailles du réseau. Ces entités, les premières capables de s'acclimater à un environnement numérique, étaient d'origine humaine. On désigna du nom de Web 2.0 ce saut évolutif. L'homme avait colonisé un milieu nouveau et y avait transféré une part de sa vie terrestre. Un quart de siècle après avoir fait de l'ordinateur sa personnalité de l'année, le magazine Time mit en couverture un ordinateur de type iMac dont l'écran affichait « You ». Le Web 2.0 trouva très vite son modèle économique. Les réseaux sociaux, qui prônaient le remplacement des liens HTML par des liens d'amitié et qui permettaient aux hommes de partager et de sauvegarder leurs expériences existentielles, se bâtirent, en 2 ou 3 ans, des empires aussi peuplés que des continents. Le réseau Facebook interconnecta le premier plus d'1 milliard d'êtres humains. L'humanité revivait l'épisode de Babel. Alors maintenant, si vous voulez faire dédicacer, opposer, puis vous allez boire un peu de vin blanc. Un livre que j'attendais pas. Un auteur que vous ne connaissiez pas, qui vous a eu une révélation. Elle, qui est un très très beau... Vraiment une révélation, et je dois même dire, c'est elle qui m'a permis de relire après une intervention que j'ai eue en avril. J'arrivais pas à lire après l'anesthésie. Et l'éditeur m'a dit, je vous envoie un jeu d'épreuves. Et donc il m'a envoyé un jeu d'épreuves. Et donc elle m'a fait relire. Donc je me suis dit, ça, donc c'est un très bon livre. Eh bien, ce livre, qui est un livre pour enfants avec de grands formats, avec de grandes images et 3 lignes par page en bas, je le lisais quand j'avais, je sais pas, 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, je me suis rendu compte que ce chef-d'œuvre est la matrice de tout ce que... Je m'en suis rendu compte après, évidemment, de tout ce que j'aimais, que je serais et que je deviendrais. Et tout d'un coup, quand on lit un chef-d'œuvre, eh bien voilà, on est transporté sur les hauteurs, on est mieux que nous-mêmes, on devient un élément de ce chef-d'œuvre nous-mêmes. Il est vraiment super. C'est vraiment un des meilleurs que Il y a ce livre-là, mais pour moi c'est plus de l'ethno de Otsuka. C'était ces japonaises qu'on faisait venir aux États-Unis en leur promettant un mari riche et beau, et c'était cauchemardesque. Mais je trouve que c'est plutôt pour moi un livre d'ethno que de littérature. Si, ça j'ai trouvé formidable. C'est sur la dictature chilienne vue par des enfants, donc ils ne se rendent pas compte, mais qui sentent qu'il y a quand même quelque chose d'un peu pesant. Les travestis lançaient leurs talons aiguilles et les émeutiers zigzaguaient dans les rues de Greenwich Village jusqu'à faire reculer la police, à l'accablement des conservateurs, à la risée des autres et au soulagement du genre humain. Le combat avait réellement commencé en 1948 quand un jeune Américain de retour d'une guerre courageuse qui s'appelait Gore Vidal, il est mort depuis, mais enfin c'est pas ça qui me fait rire, mais parce que Gore Vidal est mort et ses amis sont contents car il avait la dent dure, c'était terrible. Et je l'ai rencontré, par exemple, il m'a dit une chose enchanteresse, je lui parlais un peu par taquinerie car je savais qu'il le détestait de Truman Capote. C'était les plus grands ennemis de la Terre. Et il m'a dit, je ne peux pas le... Il trouvait que son style était très ouvragé. Il m'a dit, je ne peux pas le lire car j'ai du diabète. Le combat avait réellement commencé en 1948, quand un jeune Américain de retour d'une guerre courageuse qui s'appelait Gore Vidal a publié Un garçon près de la rivière. Dans un moment d'admiration maximale du machisme, il prenait le risque de raconter une histoire d'amour entre garçons et scandale. Ça n'est pas un chef-d'œuvre, ça, mais les livres qui veulent faire progresser la conception des mœurs
renonce avec panache à la littérature pour aider la cause des hommes. Comment on sélectionne? D'abord, il y a des éditeurs qui ont fait vraiment confiance aussi. C'est les éditeurs qu'on suit plus que d'autres. Lesquels? Il y a Minuit, Bourgois, Verdier, Gallimard aussi, il y a des bonnes choses. Corti aussi. Il y en a une dizaine comme ça qu'on suit. On regarde tous leurs livres parce qu'on sait qu'ils publient de toute façon des livres intéressants. Puis il y a les auteurs aussi, ceux qu'on connaît, qu'on aime, et qu'on suit aussi. Tu connais Mathilde, Mathilde a joué partie. Ah oui, bon, on s'est vu hier. Je la connais, j'étais mangé chez elle vendredi dernier. On s'est vu là-haut, Même heure. je suis comme mondaine, j'étais au 104. Vous avez oublié votre livre. Oui, et Colette me l'a rapporté. Il faut aussi te présenter Marie-Hélène Lafont, qui est un très bel écrivain. Marie-Hélène, qui est un des très beaux auteurs de la rentrée. Tu étais hier à la Grande Librairie, non? Oui, hier soir. Je te regarderai dimanche soir. Le dernier, Les Pays Raconte un peu. Les Pays, c'est un roman du passage entre deux mondes. Et tous mes livres, ou presque tous mes livres, à l'exception d'un seul, sont ancrés dans un territoire et dans un milieu qui est un territoire paysan et un milieu rural. Et ce livre-là est le livre du passage entre ce monde premier et l'ici, c'est-à-dire la ville, Paris, un autre lieu et un autre milieu aussi. Donc c'est un roman d'apprentissage en fait, Les Pays. À tout ce qu'a dit Houellebecq sur la poésie comme union de la conception pathétique et de la conception scientifique du monde me parle beaucoup et me semble encore vraiment très très juste. Enfin, théorie de l'information, c'est pas Houellebecqien du tout, mais j'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas lu ses livres précédemment, c'est certain. D'écrire sur quelque chose qui n'a jamais été écrit, donc forcément d'innover aussi dans la langue. Ouais, alors là, plein de choses, mais oui, il y avait cette idée, moi j'ai une conception un peu expansionniste du roman, je veux pas qu'il existe de domaines réservés, et plus on me dit non, mais ça c'est vraiment pas littéraire, plus j'ai envie d'y aller, donc aller dans le Minitel, aller dans l'informatique dure, etc. Je voulais prouver que c'était possible de faire du roman avec ça, voire même de faire du roman avec de la théorie. Ensuite, il y a un effet d'étrangeté, parce qu'on est face à un champ lexical nouveau, avec des mots nouveaux, avec des anglicismes, avec des choses très belles, enfin, quand je parle de l'expérience de pensée du démon de Maxwell, qui est une expérience centrale en physique au XIXe siècle, d'un coup j'ai l'impression de faire exister quelque chose qui a une valeur poétique en soi. Et enfin, j'avais un troisième point qui était important pour répondre à la question, que je l'ai oublié, ça va peut-être me revenir. Déjà aussi, mais pour les premiers romans, là on les regarde quand même tous, de temps en temps on a de bonnes surprises. Vous avez lu Chloé Schmitt, Les Affreux, chez Albin Michel? Non, et en général, Albin Michel, j'ai un peu quelques réticences. D'accord. J'ai quelques réticences, j'ai peut-être tort. Et la réponse à la question tout à l'heure me revient. Voilà. Le troisième point, ce qui m'intéresse avec l'histoire de la théorie de l'information, j'étais face à un monde qui avait changé aussi vite que le monde historique de Balzac. Merci beaucoup. Merci, oui. Noël, finalement, c'est bien passé. C'est passé surtout, finalement, sur la littérature et les Pléiades, beaucoup plus que sur les beaux livres, mais finalement, c'est bien passé. Et cette année, comme les prix étaient excellents, les prix sont très bien vendus. Rue Rambuteau, j'ai ouvert en 86. C'est le 3e emplacement que j'ai, rue Rambuteau, en fait, mais toujours dans ce coin de rue. Comme je dis, j'ai changé de trottoir, pas de métier. Moi, je veux lire le dernier Julie Wolkenstein, qui est très bien. Il est bien, oui, il est là. C'est quoi? C'est moi. C'est sur la maison de l'enfance, et moi, je connais cette J'ai horreur des histoires d'enfance. C'est de la politique et c'est l'idéologie, une certaine idéologie française qui veut imposer une uniformité.